sont toujours avec nous pour ce numéro de notre émission Avis de la Diaspora. Dernier numéro sur Afro Web TV. Merci à tous d'être avec nous. Je voudrais dire un infini merci à Dr Romarickson Alognon, politologue, merci et analyste. Vous êtes avec nous aujourd'hui depuis l'Allemagne. Nous avons le privilège également d'avoir M. Tchirelou Lawson, économiste, et j'aimerais très bien vous dire un infini merci à travers cette émission. Nous avons également M. Kokou Amedoji, depuis Bruxelles, tous Togolais et de la diaspora. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour cette dernière partie de notre émission, nous allons parler donc de votre pays, le Togo. La question du découpage électoral est une préoccupation majeure pour la diaspora et pour tout Togolais, et également la loi des finances qui a été votée, qui n'est pas encore votée en exercice 2024. Donc, on en parlera au cours de cette émission. Mais bien avant d'aborder ces sujets, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le marché, encore une incendie au Togo, le marché donc d'Agoué, à Sieyé. Donc, vous êtes déjà au courant de cette information. Avant d'aborder donc le découpage électoral, pyramide, les Togolais de l'Allemagne, les Togolais de Bruxelles, quel est l'apport de la diaspora par rapport pour aider nos mamans donc d'Agoué à Sieyé par rapport à ces questions d'incendie? On a vu le chef de l'État, Fort Eswazina Nyansigbe, recevoir nos mamans, c'est-à-dire les femmes donc d'Agoué à Sieyé, les commerçants et les commerçantes. On n'a pas vu pour le moment donc Pyramide réagit par rapport à sauf si je ne suis pas au courant, hein, Pyramide réagit par rapport à cette situation, ni donc les Togolais de l'Allemagne, ni de Bruxelles. Ce sera important donc de vous poser cette question. Et Dr Romarickson, on va commencer le tour de table avec vous. Oui, de quelle réaction parlez-vous? Qu'est-ce que M. Foyasimbe a fait? Il a donné un peu d'argent aux femmes, des gens qui comptaient 30, 40 millions, on leur donne 25 000 francs. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, l'argent que M. Foyasimbe a fait distribuer aux gens, les 25 000, 25 000, est-ce que ça, c'est sorti de sa poche? Non, c'est l'impôt que nos parents paient au Togo. C'est l'argent que nous envoyons au Togo. C'est l'argent-là qui a été pris pour faire cela. Et donc, je ne vois aucun mérite pour M. Foyasimbe dans cette affaire. Deuxième chose, quand vous construisez un marché au XXIe siècle, il faut que le marché soit doté des infrastructures les infrastructures normales. Il doit y avoir un sapeur-pompier dans les marchés, il doit y avoir les inspecteurs dans les marchés, il doit y avoir les caméras dans les marchés. Les marchés devraient respecter un standard. Est-ce que cela est le cas au Togo? J'ai fait une vidéo hier. Dans ce genre de marché au Togo, vous allez voir les bonnes mamans. Ils mettent un sac de riz à même le sol. Et là-dessus, ils mettent comment on dit, le piment, la tomate, et ainsi de suite. Elles vendent ça à même le sol. Au XXIe siècle. Quelles sont ces conditions hygiéniques? C'est la catastrophe. Ça, c'est le devoir de l'État. Il appartient à l'État de créer un standard et de construire les marchés selon ce standard. Ce n'est pas si difficile que ça. Le Bénin le fait. M. Talon le fait. Le même type de marché est construit un peu partout avec des sapeurs-pompiers qui sont là, avec les policiers qui sont là pour assurer la sécurité des gens. Et donc, je ne vois aucun mérite de M. Foyasimbe de cette affaire. Quelqu'un qui comptait 30 millions, on lui donne un bol de riz de 1 kg et 25 000 francs. C'est ça que je dois apprécier. Est-ce que l'argent là vient des poches de M. Foyasimbe? C'est l'argent des mamans même qui payaient les impôts dans les marchés. C'est l'argent qui vient des poches des gens de la diaspora. Nous travaillons sous le soleil et dans le froid. Nous envoyons l'argent, ils tirent un peu dedans. C'est cet argent-là qui a aidé à faire cela à nos mamans. Et ce que nos mamans veulent, normalement, quand vous avez un marché, il doit y avoir une assurance pour les vendeurs, les revendeurs dans le marché. Et quand une telle chose arrive, l'assureur du marché, c'est l'assurance là qui doit dédommager les gens
en fonction de ce qu'ils paient, de ce que ces gens paient dans les caisses de l'assurance. Maintenant, nous sommes au XXIe siècle, on se comporte encore comme si on était à l'âge de la pierre taillée. Ça fait pitié. Cela n'existe plus nulle part au monde, si tu n'écoutes pas. Voilà ce que je peux dire. Merci. Mais docteur Omarikson, je vous croyais au rendez-vous pour me dire, par exemple, que vous allez sensibiliser les Togolais de l'Allemagne pour apporter du soutien aux femmes d'Aguessier, puisque vous avez l'habitude de faire des sensibilisations dans ce cadre social. On vous connaît sur le plan social à faire des sensibilisations pour aider des gens. Non, ce que je veux dire, il vaut mieux apprendre aux gens à pêcher que de leur donner du poisson. Nous avons vu dans cette fin d'année, on a distribué un bidon d'huile et 2 ou bien 3 kilos de riz aux soldats dans l'armée. Si on leur payait un salaire décent, ils n'auront pas besoin de ça. Donc moi, ma lutte ou mon travail, ça consiste à faire payer aux soldats, aux policiers, aux gendarmes, aux militaires togolais un salaire décent qui leur permet de fêter bien dans la dignité les fêtes de fin d'année et non d'appeler les gens à leur envoyer un litre d'huile, un kilogramme de riz. Ça, c'est un comportement qui est demeaning. Ça enlève la dignité à ces gens. Donc, normalement, c'est l'État qui doit payer. Puisqu'il n'y a pas d'assurance pour assurer les femmes, il appartient à l'État de dédommager les femmes qui ont perdu leurs marchandises et non à la diaspora. C'est ce que je pense. Et c'est mon opinion. C'est l'avis donc de Dr Omarikson. Monsieur Amédo Diète, vous de même avis? Monsieur Amédo, il y a un problème de son avec vous, on ne vous écoute pas, votre son ne vient pas chez nous. En attendant, Monsieur Thierry Lawson, vous pouvez aller sur la question d'incendie. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Dr Omarikson? Oui, je pense que la question des incendies au Togo, qui devient un serpent de mer, qui devient une question sempiternelle, pose ou convoque de sérieuses questions de gouvernance, de compétences aussi de ce gouvernement. Il y a 10 ans, le marché de Kara et de Lomé ont brûlé. Jusqu'à présent, ces marchés ne sont pas reconstruits comme il le faut. Les femmes des marchés n'ont pas été indemnisées. Il y a eu beaucoup de conséquences sur leur entreprise et surtout sur leur santé. Il y a eu beaucoup de morts et aussi de malades. Et le gouvernement est resté complètement dans un autisme qui nous amène à penser d'ailleurs qu'il est responsable de ce qui arrive dans les marchés. Voyez-vous, parce que la réaction n'est pas des attentes des populations. Et plutôt, on a instrumentalisé une forme de justice où on a accusé des gens à tort, on a fait tuer des gens, par exemple le cas de Yakano qui est mort dans l'action pour le marché d'Adaulato. Il y a eu des leaders politiques qui ont été inculpés, dont l'inculpation continue jusqu'à ce jour. Donc, c'est complètement une forme de capharnaüm où Fonia Simbe est responsable de ce qui se passe dans les marchés. Et on a vu, malgré donc que ces enquêtes n'ont pas abouti, puisque dans le cas du marché d'Asigame, on a parlé de kérosène qui ne peut venir que de l'aéroport, donc des officiers sont impliqués là-dedans, et l'enquête n'est pas allée jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est le marché d'Assiyeye qui est brûlé. Donc, on voit, les Anglais disent un pattern, c'est-à-dire qu'on voit un modus operandi qui est répété. Alors, c'est quoi le sens de ça? Est-ce que ça a relation avec des pratiques, je dirais, sataniques? Est-ce que c'est le but de pouvoir paupériser ces femmes, de faire en sorte qu'elles soient suffisamment pauvres dans la disance, de façon à ce qu'ils deviennent des mendiants pratiquement pour que 25 000 de fois d'assignés représentent pour elles une aubaine? On se pose des questions sur
la gouvernance de ce pays, un gouvernement complètement incapable de construire des Monsieur, marchés monsieur, dignes de son nom. monsieur Alphonse, dites-nous, que fera Pyramide pour les femmes qui sont en détresse en ce moment? C'est ma question. Votre question est pertinente. La pyramide pour les femmes, vous savez, la souffrance des femmes togolaises, c'est la souffrance de tous les Togolais parce que c'est nos mamans, c'est nos sœurs, c'est nos épouses et leur détail. Vous savez que c'est ces femmes togolaises. Donc, c'est la souffrance de tout l'ensemble. Et puis, puisqu'il s'agit de tout l'ensemble des Togolais et que le Togo dispose des ressources termes des ressources douanières, des ressources minières, il faut poser la question sur la gestion de ces ressources. Qu'est-ce que fait le rôle de l'État? Et s'il y a un gouvernement, un premier ministre qui est incapable de répondre à ça, à quoi son rôle? C'est tout simplement mettre des vernis et faire le chichi. Monsieur Lawson, écoutez-moi, monsieur Lawson. Le président de la République passe son temps à voyager dans tous les pays. Monsieur Lawson, écoutez-moi, monsieur Lawson, écoutez-moi. Vous ne répondez pas à ma question selon moi. Dites-moi ce que fera Pyramide pour aider les femmes. Le gouvernement fait sa part déjà et essaie de trouver des solutions. Nous qui sommes à la diaspora, nous avons l'habitude d'envoyer de l'argent, comme vous tous, nous avons l'habitude d'envoyer de l'argent aux familles, à nos familles, etc. Vous êtes à la tête d'un grand groupe ici à la diaspora et là, dans ce groupe, il y a probablement plus de 50% sont des Togolais. Dites-nous, que ferez-vous pour aider les femmes en détresse, les femmes d'Aguassié? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Votre question est absolument pertinente parce que ce serait avec beaucoup de diligence que le projet panafricain Pyramide serait aux côtés des femmes pour les soutenir, pour les accompagner sur le plan psychologique, sur le plan de la santé mentale, mais aussi de voir avec elles comment relancer leur économie. En tout cas, toute aide qui serait mise à la disposition de nos mamans, cette aide-là sera le bienvenu. Mais nous savons que c'est juste un goutte d'eau dans l'océan. La vraie problématique, la vraie solution doit venir de l'État. C'est pourquoi nous questionnons la responsabilité de Fagne Gnassingbé, nous questionnons la responsabilité de son gouvernement et nous disons que ce gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux en termes de répondre aux attentes des populations. Pourquoi on crée un pays si on n'est pas capable, n'est-ce pas, de répondre aux attentes d'une population sinistre? C'est de ça qu'il s'agit. D'abord de trouver la cause, qui sont les auteurs de ces incendies. Ensuite, les infrastructures qui ne sont pas adaptées pour protéger les populations, c'est un problème de fond. Et enfin, la question économique, quelle est la structure économique qu'on met pour sortir ces femmes de la pauvreté? Alors, il faut prendre le problème dans sa globalité, de façon holistique, et définir un modus operandi. Et ça ne peut que relever du droit régalien, c'est-à-dire du pouvoir régalien des dirigeants. Ces dirigeants, s'ils font preuve d'incapacité, Monsieur Lawson, on comprend votre position. On ne peut pas donc arrêter. Et de ce point de vue, la diaspora est prête pour accompagner nos femmes, mais nous estimons que la vraie responsabilité est dans les mains de Fagne Gnassingbé et de son ministre. Et s'ils sont incapables, ils dégagent une prochaine. Merci. Monsieur Amedodi, je voudrais vous écouter sur la même question. Parlez, je vais voir s'il y a votre son qui vient chez nous. Il n'y a pas toujours votre son qui vient chez nous, monsieur Amedodi. Je vais vous proposer donc de ressortir et de rentrer à nouveau. En entendant avec les autres, on pourra continuer donc le débat. Merci à vous. Alors, la question du découpage électoral, qui est une question très importante pour toute la diaspora en ce moment et pour tous les Togolais, on va l'aborder et nous parlons du Togo et on s'achemine à une élection, disons aux élections législatives, aux élections régionales au Togo.
Et je sais que monsieur, le docteur Romarison a déjà préparé, et a déjà fait même certaines vidéos là-dessus. Je voudrais revenir. À quoi s'attendre à l'issue donc de ces élections? Et vous, en tant que Togolais, quelle analyse vous faites, docteur Romarison? Je viens... Première chose, Oui. dans un pays démocratique, quand le Parlement arrive à terme, mais il y a des événements qui empêchent l'organisation de nouvelles élections, il y a une assise entre tous les partis politiques, toutes les forces vives du pays. C'est les forces vives-là qui, à la fin de leur assise, vont décider d'accorder un délai de légitimité au Parlement. On va dire que, OK, ce Parlement peut continuer par fonctionner légalement dans les 3-4 derniers prochains mois, jusqu'à ce que l'élection soit faite. Ça n'a pas été le cas au Togo. Donc, le Parlement que nous avons actuellement, toutes les lois que ce Parlement fera seront des lois illégales, illégitimes. Parce que ce Parlement même n'a plus le droit d'être, puisqu'il est arrivé à bout de son mandat. Il faut que ça soit clair. Maintenant, on veut organiser de nouvelles élections l'année prochaine. Une bonne chose. Maintenant, regardons le découpage électoral. Dans la région de la Kara, pour 985 512 habitants, cette région a droit à 17 députés. Écoutez-moi bien. Pour la préfecture d'Aguenivé, qui a 882 695 habitants, cette préfecture n'a droit à aucun député. Quand vous voyez la différence entre le nombre d'habitants d'Agoé et le nombre d'habitants de Kara, ça fait 102 817. OK? Ça veut dire que pour 102 817 de différence, Kara a droit à 17 députés et Agoé a droit à 0 député. Maintenant, continuons la logique. Si on rapporte cela à la préfecture du Golfe, la préfecture du Golfe a 1 305 685 habitants. La différence, quand on fait 1 305 000 moins 985 000, on a 320 169. Ça veut dire que cette différence, ça fait 3 fois celle de Kara. Ça veut dire que si Kara, avec une différence par rapport à Goé, une différence de 102 817 a droit à 17 députés, la préfecture du Golfe devait avoir 51 députés, mathématiquement. Maintenant, allons dans le droit. La Constitution togolaise, dans son article 2, dit ceci. La République togolaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion. Si la Constitution togolaise dit cela, de quel droit 985 512 habitants de Kara peuvent élire 17 députés et 1 305 000 dans la région maritime, dans la préfecture du Golfe, n'a droit à 10 députés. Ça veut dire que cette démarche est anticonstitutionnelle. Ça, c'est le plan national. Sur le plan international, on a fait venir à Lomé certains membres de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Les gens qui sont venus parler avec certaines personnes de l'opposition et afin d'affirmer que le fichier électoral est bon. Heureusement que Kodi Togo a fait sortir un communiqué pour dénoncer cette attitude de la part de l'OIF. Donc, nous tendons vers une mascarade électorale en 2024. Depuis 1990 jusqu'à ce jour, c'est la même sauce que le régime EPT-Uni, devenu EPT-Uni, donne aux Togolais. Et un jour, quand vous continuez toujours pas traiter un peuple comme ça, le jour vient où ce peuple réagit d'une manière qu'on ne peut pas berechnen en allemand, qu'on ne peut pas prédire, une manière imprévisible en français. Et donc, que tous les citoyens togolais se mettent debout désormais pour faire comprendre au régime EPT-Uni que les Togolais de la région de la Kara et les Togolais de la région de, comment on dit, la préfecture du Golfe et de Aguenivé, ils sont égaux devant le droit
selon la constitution togolaise. Donc cette démarche de ce régime est inadmissible et elle est inacceptable. Maintenant, il ne s'agit pas de le dire, mais il faut le faire entendre à ce régime. C'est là où nous avons besoin de nous organiser pour faire entendre notre voix, pour amener ce régime à faire ce qui est légal selon la constitution togolaise. C'est ce que je peux dire pour l'instant, espérant que mes amis Philippe et Etienne vont encore approfondir ce que je viens de dire. Merci. Monsieur Amedodi, vous pouvez revenir sur ma première question, mais ce qui m'intéresse en ce moment, c'est le découpage électoral où, dans le premier trimestre donc, de l'année 2024, il y aura certainement les élections régionales et législatives. Votre réaction? Vous m'entendez maintenant? Parfait. D'accord. En fait, je ne peux pas passer sur le sujet très important de l'incendie des marchés. Mes prédécesseurs l'ont dit, mais moi j'aimerais mettre l'accent sur la responsabilité de l'État togolais. Vous savez, lorsque le marché est un lieu public, les acteurs économiques qui ont leurs cartes, qui sont payés au niveau de l'OTR, on leur a, moyennant rétribution à l'État, on leur vend des tickets tous les jours, ils ont le droit à la sécurité de leurs marchandises. L'État ayant failli de prendre les précautions pour que ces marchandises-là ne partent pas en fumée, il y a une responsabilité indubitablement de l'État. D'accord? Mieux encore, l'État ne peut pas dire qu'il a été surpris. Il y a 11 ans de cela, jour pour jour, le grand marché de Lomé était parti en fumée. Donc, il revient, lorsqu'on dirige un pays en bon père de famille, de mettre en place un mécanisme. Aujourd'hui, ça existe. C'est même pas trop cher. À des endroits stratégiques, ou en tout cas, au niveau superficiel, par mètre carré, mettre des détecteurs de fumée. On aurait équipé le marché d'Agassié de détecteurs de fumée. Peut-être 2 ou 3 bâtiments seraient partis en fumée. OK? Mais pas tout le marché. Aujourd'hui, le marché est embrasé. Lorsque vous demandiez à Justice ce que la diaspora compte faire en solidarité avec les bonnes femmes, qu'est-ce qu'on peut faire? On va apporter aussi 2 gallons 2 sacs de riz. Ce que les dames ont perdu là-bas, ce sont des milliards de francs CFA. La diaspora ne peut pas. Et vous demandez à la diaspora qui, généralement, de façon interpersonnelle, donne un coup de main. Que représente la diaspora aux yeux des autorités togolaises? Dans certains pays, ce sont les autorités publiques qui appellent la diaspora à venir donner un coup de main. Et les autorités togolaises ne veulent pas de nous. Donc, dans le malheur, lorsqu'il y a à débourser, nous, on devient une vache à lait, où on nous fait appel, ou bien on attend que la diaspora fasse quelque chose. C'est pas juste, c'est pas correct. On est en train de parler, et je fais le pont de découpage électoral. Est-ce que force est au moins que les pays où ils travaillent à l'instauration ou à la préservation de la paix donnent droit à leur diaspora de voter? Est-ce que les Togolais de la diaspora ont droit de vote? Est-ce que les Togolais de la diaspora font partie du plan du découpage électoral pour que des sièges à l'Assemblée nationale soient octroyés aux Togolais de la diaspora, comme ça se passe au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso et dans d'autres pays? Donc, je crois qu'il y a fondamentalement un problème. Et pour terminer avec le découpage électoral, je reviendrai pas sur les chiffres. Vous savez, il y a un an, l'INSI, l'Institut national des statistiques, a publié la démographie actuelle du Togo. La moindre des choses, c'est d'adapter le découpage électoral à la configuration actuelle des populations réparties suivant les régions. C'est une règle de 3. C'est une règle de 3. En faisant cela, Romaric on l'a dit tout à l'heure, il y a une anomalie criade qu'il faut corriger avant d'aller aux prochaines élections. Sans quoi, ça serait encore de la mascarade et ça serait encore de l'injustice en violation de notre constitution. Donc, nous attendons dans les jours à venir que les autorités publiques togolaises fassent preuve, je dirais, d'honnêteté intellectuelle pour corriger cette anomalie-là. Cette anomalie qui consiste à avoir 91 députés
et à les mettre essentiellement, à accorder à des régions qui comptent moins d'habitants que des villes du Togo, à leur accorder plus de députés, c'est une injustice qui ne peut pas exister et c'est ce qu'on appelle l'inéquité électorale. Il faudrait absolument que ce problème soit corrigé. J'ai entendu que certains députés ou certains partis politiques proposent 117 députés pour que chaque commune ait des députés. Savez-vous, jetez un coup d'œil sur la dernière configuration lorsqu'on a fait les élections municipales au Togo. Vous verrez que dans les 4 des 6 régions du Togo, dans 4 des 6 régions du Togo, seul UNIR a des maires. Donc, lorsque vous voulez calquer le nombre de députés avec la répartition au niveau communal, vous arrivez encore à des monstruosités. Donc, les partis politiques de l'opposition surtout, qui pensent qu'il suffit d'avoir 2 ou 3 places également à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a des perdièmes à recevoir, je crois que c'est un faux calcul. Nous lançons là un appel à ces partis-là qui font des calculs visant à aller aussi décrocher 2 ou 3 places à l'Assemblée nationale pour pouvoir bénéficier du statut de député, que ce n'est pas cela que les Togolais entendent parce que ça ne répond pas à l'intérêt général pour lequel ils sont censés travailler. Voilà mon point de vue sur le découpage électoral inique qui existe au Togo, qui doit être corrigé en tenant compte de la répartition géographique des Togolais à la suite des derniers recensements, des derniers résultats de recensement des populations et des habitats faits et dirigés, commandités par le gouvernement togolais. Les chiffres sont là. Il faut qu'on reste rationnel à un moment donné. Il faut que la rationalité prime sur des calculs ou des bidouillages politiques. Merci. Merci, Monsieur Amedodji. Je rappelle le numéro 319 462 89 79 pour ceux qui désirent appeler. Je sais qu'il y a beaucoup d'appels en ce moment, des gens qui veulent appeler. Je fais également référence à tous les services de renseignement qui suivent cette émission. Merci infiniment à tous et à chacun de vous. Alors, Monsieur Alphonse Lawson, Massadi, découpage électoral, nous passerons désormais, donc il a déjà dit même, Monsieur Amedodji, d'un certain nombre donc de députés, à 117 députés désormais. Qu'en dites-vous, Monsieur Lawson? Je pense que cette question est très importante et j'apprécie le développement de Omarison et de Philippe. Ils ont vraiment mis le doigt sur le problème. L'aspect que je voudrais apporter ici, c'est la solution complètement farfelue qu'on est en train d'envisager. Et je voudrais interpeller Monsieur Daté là-dessus, le président. Il faudrait qu'il se fasse entourer par une équipe de techniciens parce que ce qu'il propose n'est pas la solution au problème togolais. Qu'on lui fasse faire jouer un rôle je dirais, de cheval de Troie pour le RPT UNIR, qu'il ne pense pas qu'avec ça, il pourrait être les Togolais de la pertinence de son apport à l'évolution démocratique au Togo. Il faudrait qu'il s'inspire quand même de son prédécesseur, du président Boïbo. Absolument important, parce que le fait de vouloir cette proposition, on l'a analysé sur les plans. On se demande, mais quel mouche l'appliquer? D'abord, on ne peut pas un leader politique fasse une proposition, excusez-moi, aussi farfelue, parce que c'est d'abord un couac au principe de la Constitution. La démocratie, c'est le fait que l'ensemble de la population togolaise puisse participer, n'est-ce pas, aux lois qui vont gouverner le pays. Il se fait que le principe démocratique, tout l'ensemble de la population ne peut pas se retrouver dans un parlement. Ce qui a amené la démocratie par la représentation indirecte, donc l'élection des représentants de ces au Parlement. Alors, si la population togolaise est 9 millions à peu près, et si
on les divise par 100 000, ça revient à 90 députés. Maintenant, 90 députés, pour éviter que le vote soit égal sur certains sujets, on ajoute ça fait 91. Ça veut dire que les 91 députés représentent l'ensemble des populations à raison de 100 000. Ça veut dire que chaque Togolais est voté par ces députés-là, voyez-vous. Et donc, on ne peut pas vouloir tout simplement ne pas régler le problème de fond, comme l'a dit Philippe, qui est l'inéquité, qui est l'inégalité, puisqu'on n'est plus dans une représentation de, si on divisait les 9 millions de Togolais par 100 000, on a 90 députés. Donc, ce n'est pas une question d'augmenter le nombre qui est la solution. C'est une question de corriger l'inéquité, l'inégalité qui est établie avec ce système-là qui fait qu'on privilégie certaines régions qui sont tout à fait dépeuplées comme le Kara avec 66 000, on a 17 députés, alors que si on monte à Dapaon, où c'est 1 million et quelques, on a moins de députés. C'est ça qu'il faut corriger à la base, ça, à ce découpage électoral sur ce ratio de la population et de la représentativité des députés par rapport justement à la démocratie. Ce n'est pas une question de gestion du pays, ce n'est pas une gestion administrative du pays. Les députés représentent l'ensemble du peuple togolais au Parlement. Et de ce point de vue, on ne peut pas vouloir le cas de la mairie. Et encore que ces mairies-là, eh ben, c'est le RPT qui a le plus gros des gâteaux. Donc, de ce point de vue, moi, je lance un appel à l'opposition de pouvoir s'accorder sur la réelle solution de ce problème-là pour que chaque Togolais puisse être compté, puisque la Constitution donne le droit à chaque Togolais, pour qu'il n'y ait pas d'apartheid au Togo en question pour des raisons de région, question d'ethnie ou question de position géographique dans le pays. C'est ça qui est absolument important qu'il faut corriger. Je terminerai pour dire que les élections sont très importantes. Et nous avons vu que depuis 90, en 2024, ce sera la 30e année où il y a eu la première élection pour législative au Togo en 94. Et il a fallu la pression, d'abord d'avoir boycotté l'opposition, avoir boycotté les élections de 93, les élections présidentielles, où Yadema a été réélu, et ensuite la mobilisation et la souffrance, les sacrifices du peuple togolais pour lâche du laisse et qui puisse permettre que ces élections se déroulent et dans des conditions plus ou moins pour que l'opposition arrive dans toutes ces conditions qui sont réunis à caraputer sur les 80 que le Parlement comptait, le Parlement d'avant. Malgré ce que je veux ressortir de là, malgré toute la mobilisation, malgré le contexte, l'opposition togolaise, pour une première fois, n'a eu qu'un député de plus. Le RPT avait, je crois, 39. Adema a utilisé des subterfuges pour reprendre la majorité. Et depuis, l'opposition togolaise n'a jamais eu, ne s'est même plus approchée de la majorité en 30 ans d'existence. Les conditions aujourd'hui de dépression politique feront que les chances pour le Togo, en tout cas pour l'opposition, de s'approcher de cette majorité est très faible. Donc ça suppose que nous devons nous remobiliser pour de force, soit du côté de l'opposition, de l'ensemble du peuple togolais, pour qu'enfin nous sortions de ce système à fraude, à étage que le RPT a mis en place, qui commence d'abord par le fichier électoral. On s'assure d'avoir des noms fictifs pour s'assurer que certaines régions favorables à l'opposition ne puissent pas voter. Puis on monte au deuxième étage de la fraude avec le découpage électoral. Le RPT a déjà 62 députés avant même les élections. Et on monte au troisième niveau de la fraude où les bureaux de vote, en tout cas dans certaines régions, l'opposition
où on fait preuve de violence, et enfin, les résultats envoyés par le CENI qui sont OK, et le CENI qui proclame des résultats complètement en porte-pièce, et on vous dit, Merci. eh bien, allez à la Cour constitutionnelle si vous voulez contester, et la Cour constitutionnelle vous dit, ben, vos éléments que vous apportez ne sont pas fiables, ça permet au RPT toujours de garder la main et de refuser le changement et l'alternance politique au Togo. De ce point de vue, je pense que les Togolais doivent se retrouver sur ces points fondamentaux et travailler à renverser la vapeur parce qu'on ne peut pas continuer à rester dans ce régime de soixantenaire, je ne sais jusqu'à quand, de mon point de vue, dont la conséquence est la souffrance, la pauvreté et l'exil des Togolais massivement sur le continent. Donc, c'est la survie du Togo qui est en jeu sur ces questions-là, et il me semble que toute la classe politique doit se retrouver sur la stratégie d'accord sur les points vitaux pour qu'ensemble nous puissions Merci. mutualiser les efforts pour pouvoir faire de cette élection des élections de changement et d'alternance au Togo. Merci, Monsieur Lawson. On reviendra en détail au cours donc, de l'année 2024 pour recevoir des députés, tous les présidents des partis politiques, les responsables de politique pour en parler, aller au tréfonds donc de tous ces sujets dont nous parlons aujourd'hui. Vous savez, cette émission interactive et c'est l'occasion de donner l'opportunité à d'autres qui nous suivent également de parler pendant 2 minutes tout simplement et dire leur point de vue sur ce sujet. Téléspectateurs, bonjour. Vous êtes en direct sur Afro Web TV, allez-y. Oui, bonjour, M. Moïse. Et bonjour aux auditeurs. Est-ce que vous me recevez bien? Oui, on vous reçoit, allez-y. Vous êtes en direct. Merci. D'abord, permettez-moi de remercier la qualité, les participants qui sont les représentants de la diaspora que nous admirons beaucoup. Sur le sujet de la première partie que j'ai suivie qui concernait le Bénin. Ouais, ben, on parle en ce moment du Togo. Je vais brièvement, bien sûr, je vais brièvement donner mon point et revenir sur la deuxième partie, puisque nous n'avions pas eu l'occasion de le faire. D'abord, à mes frères togolais, j'ai remarqué qu'ils ont souligné la qualité. Je sais, il y a une connotation dans ce que je voulais dire, c'est pour ça que je tiens, si vous me permettez. Allez-y, allez-y. Merci. Mes frères togolais avaient donné beaucoup d'éloges aux Béninois pour avoir réussi leur démocratie et là où ils sont aujourd'hui, ce que je rejoins aussi. Je tiens quand même à expliquer qu'il y a ce crédit qu'il faut partager au peuple béninois tout entier, pas seulement au président Kérékou et ceux qui profitent de cette démocratie aujourd'hui comme Patrice Talon et autres. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que cette génération de 90 qui a posé les jalons sur lesquels s'asseyent tous les Béninois aujourd'hui. Et si nous sommes admiratifs du Bénin, c'est que nous avons les mêmes valeurs et nous reconnaissons que ce qui est en train d'être fait là, c'est ce que nous voulons aussi. Alors si c'est ce que nous voulons aussi, il est important de se rappeler entre nous, tous ici qui sommes de la génération de 90 aussi, que le Bénin est là où il est aujourd'hui parce que ils ont réussi cette conférence nationale et nous ne pouvons pas oublier pourquoi ils ont réussi cela sans donner crédit à Monseigneur de Souza, qui était un médiateur et un diplomate hors pair. Et ce sont ces qualités-là qui ont contribué à ce que nous voulons similairement aujourd'hui et ce que nous voyons au Bénin. Et je le suis parce que il est important que ceux qui nous suivent s'imprègnent des qualités qui ont contribué
dans la réussite de la démocratie dans ces pays-là et que chacun de nous ajuste nos efforts par rapport à ces qualités-là pour qu'on puisse en tirer aussi profit. Je tiens aussi à dire que le Bénin illustre cette possibilité d'une alternance dans un contexte où on qualifie un régime de militaire ou un régime de quelque nom que ce soit, et avec des opposants affûtés pour avoir une alternance. Que cette possibilité est démontrée au Bénin, ce qui dit que quel que soit le contexte togolais ou ailleurs, c'est que c'était possible aussi. Et peut-être que nous avons échoué quelque part, ce que nous devons continuer de chercher et créer les conditions pour aller aussi à cette réussite-là. Cette conscience nous interpelle ceux qui sont devant et nous qui suivons, que c'est possible. Et nous devons nous remettre en cause si nous ne voyons pas cela et qu'on soit empreint je dirais d'un esprit qui nous permette de vraiment faire la part des choses. Alors, pour finir sur le Bénin, c'est que nos approches politiques aujourd'hui doivent être parfois comparées à ce qui se fait pour qu'on soit sûr si est-ce que nous avons changé, nous les Togolais, depuis les années 90 jusqu'alors, nos politiques, leurs méthodes. Est-ce que, malgré qu'ils ont reconnu qu'ils ont échoué et que les Béninois ont réussi là où les Togolais ont échoué, est-ce que nous avons changé nos approches jusqu'à aujourd'hui? Beaucoup d'observateurs diraient que non. Non, nous sommes dans la même constance et nous poussons nos politiques à continuer ainsi. Et il appartient à notre jeunesse de faire ce revirement-là, créer cette rupture, et avec toutes les conséquences. Mais si nous devenons partisans, donc nous allons soutenir la médiocrité, comme ça a été le cas dans les années 90, et nous continuons. Et il faut démontrer là où nous voyons ce revirement. Personne ne voit ce revirement. C'est la continuité de 90, toujours au Togo, dans nos approches politiques, pour beaucoup d'observateurs. Et ce sont des opinions collectées de gauche à droite. Alors, pour venir sur le Togo... 30 secondes, s'il vous plaît. Merci. La libération des prisonniers, qu'avaient souligné certains, et c'est aussi important, mais les approches, quand nous parlons du Bénin, c'est la diplomatie et l'amnistie. Le modèle des Béninois, nous ne l'avons pas fait au Togo, et les Béninois ont cet esprit d'aller vers des négociations politiques pour la libération des prisonniers que nous ne faisons pas. Il y a l'orgueil qui nous retient et il y a cette animosité que nous continuons de créer et qui peut dénier qu'au Togo, nos politiques ont fait d'un cheval de bataille cette idée de celui qui approche le pouvoir, c'est un vendu corrompu, on ne s'assoit pas avec un chef d'État, on ne discute pas avec le pouvoir. Parce qu'il y a des conséquences dans l'électorat. Alors, sur le découpage, d'abord permettez-moi de remercier monsieur Philippe Amédodi. Il a parlé de la diaspora qui devait avoir un siège, normalement comme au Bénin, comme au Burkina et dans certains pays. Je le soutiens parfaitement et je souhaite aussi la même chose. Et merci d'avoir rappelé cela. Mais encore, il faudrait que... au Togo, on dit que les discussions politiques qui décident de ces choses sont l'apanage de certains partis politiques uniquement. Et ça permet de se positionner, puisque certains partis politiques, y compris de l'opposition, même rejettent d'autres pour ne pas en discuter. Certains ont parlé des forces vives, monsieur Romaric, oui, les forces vives, ça inclut la société civile, la diaspora. Mais est-ce que les partis politiques que nous-mêmes de la diaspora nous soutenons ne nous rejettent pas de ces assises? Ne nous rejette pas des discussions politiques, si la CDAO, on se rappelle en 2018 et tout ça, publiquement ils nous ont rejetés. Certains ont dit qu'ils sont porteurs de nos aspirations et nous les avons accompagnés. Alors si nous parlons de forces vives et nous-mêmes nous soutenons des partis politiques qui rejettent la société civile, la diaspora, je pense on a déjà contre-courant sur ce plan. Alors, monsieur Chehelou a souligné aussi l'importance des fonctions régaliennes dans son intervention. Effectivement, quand il parlait de acier et tout ça, que l'État doit faire cela, même dans la politique, puisque les lois sont en fait imprégnées par les pouvoirs politiques après que voilà les législateurs aient décidé de ce qu'il faut comme loi.
Oui, mais renforcer ces lois et les appliquer, c'est le pouvoir politique. Et si nous parlons aussi de découpage, tout cela aujourd'hui, mais reconnaissons que ce sont aussi les fonctions régaliennes et les pouvoirs régaliens qui décident de ces lois-là, de tout cela. Ce sont des projets de loi. Mais où est-ce que nous sommes dans tout cela quand on parle de pouvoir régalien, nous, la diaspora, ou bien, et même l'opposition? Personne ne participe au gouvernement. Mais si vous voyez les États-Unis, on parle de Trump dont sa candidature a été rejetée par Colorado, par le secrétaire d'État. C'est un pouvoir politique, mais administratif. On parle de, lorsqu'il y a eu les élections avec Joe Biden et on devait donner les résultats, à un moment donné c'était serré, mais il appartenait au directeur des services de l'administration qui doit donner la clé à l'équipe qui vient, et puis ça scelle toutes ces décisions politiques. Mais ce sont des fonctions politiques, ce sont des fonctions d'État qui ont permis, qui ont aussi leur valeur. Mais nous, au Togo, quand on parle d'opposition, on parle de la diaspora, il n'y a pas l'inclusion. Nous rejetons la participation. Monsieur Helou a parlé de 1994 des élections qui ont donné la victoire à l'opposition. Mais rappelons aussi qu'en 1994, là, cette victoire, l'opposition avait participé au gouvernement qui a organisé ces élections. Ça, c'est depuis ce moment, ce n'est plus jamais. On a saisi votre... Oui, c'est important, c'est important. Donc, je sais que c'est important. On va vous inviter pour une émission spéciale. Pour aller vers l'organisation des élections. C'est le gouvernement qui organise les découpages. Oui. Comme vous voyez, non? Donc, on va vous inviter pour une émission avec vous comme invité et vous allez avoir le temps. On donne le temps à tout le monde, le temps d'antenne à tout le monde, à tous ceux qui veulent intervenir, à toutes les nationalités, de venir débattre avec nous, avec nos panélistes. Ce serait intéressant de vous avoir et de vous savoir comme invité aussi. Merci de nous avoir appelés. Il y avait d'autres appels qui attendaient et on m'a carrément changer le pan donc de la discussion d'aujourd'hui avec nos panélistes de ce jour. Merci de nous avoir appelés. Alors, la dernière partie donc de cette émission, sinon la dernière ligne droite, nous amenait à la loi des finances exercice 2024 du Togo qui a été adoptée à l'unanimité des députés présents à l'hémicycle le 22 décembre dernier. On sait aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup plus d'augmentation en matière d'équilibre en ressources et en charges qui s'élève aujourd'hui à 2 milliards. Permettez-moi de prendre cet appel rapidement et on va voir. Téléspectateurs, vous êtes sur Afro Web TV, allez-y. Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, allez-y. Oui, j'appelle on vous reçoit un peu mal. Oui, j'appelle du Québec, au Canada. Ok, allez-y. Oui, je veux continuer votre question. Vous êtes correct. Demander ou bien poser certaines questions aux co-débatteurs ou bien à la population togolaise. Moi, je ne comprends pas certaines choses. L'élection là, qu'on voulait faire à Massa, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à quoi comme Togolais? Quel résultat va sortir? On voulait aller aux élections avec le parti FDP. Vous faites quoi avec? On connaît déjà le résultat. Ou bien si vous voulez, vous, l'opposition, bien certainement l'opposition que l'on s'est valorisé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le résultat qui doit sortir la fin va pas au candidat du peuple. C'est un résultat piégé. Donc pourquoi on peut aller au côté? Moi, je ne le comprends pas. Merci. Le regarder certaines choses d'abord. Oui. Certaines choses comme la libération des prisonniers, retour des exilés, réforme électorale, avant de penser aux élections. Mais nous, dans la diaspora, oui, de conseiller nos parents, nos mamans, nos leaders qui sont au pays pour exiger certaines choses, on les questionne pour aller à ces élections. Moi, je ne les comprends pas. Dans la diaspora, c'est de cette manière qu'on organise les élections. Non, au Québec, ici, non. Au Québec, les élections sont claires. Oui. Là, on y participe. Mais au pays, c'est pas clair. Donc, au lieu de les conseiller, au pays, on les encourage. Par exemple, sur le plateau, là, les trois qui sont là-bas, là, ils encouragent à aller à ces élections. Par exemple, de Madison, Amidodi, l'autre qui est au Canada ici. Moi, je ne les comprends pas. Excusez-moi, mais ils n'ont pas donné leur avis. Ça n'a pas été l'objet de la question d'aujourd'hui que je les ai posée. Donc, ils n'ont pas pour le moment donné leur avis concernant ce que vous venez de dire.
Donc, Non, mais on suit ce qu'ils disent, la manière dont ils argumentent là, ça cautionne d'aller aux élections. Ça cautionne d'aller aux élections. Il faut qu'on se dise la vérité, quoi. Le RPTI ne peut jamais laisser, comment dirais-je, aucune route à l'opposition. Donc, il faut qu'on les boycotte. Là, merci. Le peuple togolais, mais laissez-moi aller au bout de mes idées d'abord, ok? Mais nous sommes rattrapés par le temps, c'est pour ça en fait. Donne-moi encore une minute pour que je puisse... C'est 30 secondes, allez-vous terminer. Si les idées sont contraires à vos idées là-bas, là, vous pouvez dire que les gens, c'est pas normal là. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Boycottons cette élection. Il n'y aura rien qui va sortir du bien. Merci. Merci. Il y a toujours des appels entrants. On va prendre le dernier appel, s'il vous plaît. Allez-y, vous êtes en direct sur AfroWeb TV. Oui, bonjour Moïse et bonjour à tous nos téléspectateurs. Vous avez 2 minutes. Tout à fait, je salue la pertinence des arguments de nos débatteurs. Alors, à tous les 3 panélistes, Moïse et Alex, j'aimerais leur poser une question. Et la question relative au Niger, au Burkina et au Mali. Alors, comment peuvent-ils nous expliquer la non-adhésion de la Guinée à l'Alliance des États du Sahel, du moment où en Guinée nous avons aussi un régime militaire au pouvoir comme c'est le cas du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Comment peuvent-ils interpréter cette non-adhésion de la Guinée? Merci. Merci de nous avoir appelés. Ce sera le dernier appel. Je pense que ce sera le moment pour moi donc de vous dire de vous abonner à notre chaîne. On va vous inviter. Si vous désirez être invité, appelez-nous sur le numéro affiché à votre écran. On vous donnera un temps d'antenne pour en parler. Nous avons prévu également inviter des députés, toutes les couches sociales pour débattre avec nos débatteurs ici. Merci de nous avoir appelés pour votre fidélité. On va faire le tour de table concernant donc la dernière partie de cette émission. On vient de dépasser les 2 heures déjà d'antenne. Alors, concernant donc l'équilibre en ressources et en charges qui passe déjà en 2 milliards le budget de l'État. Docteur Romarickson, si vous permettez, vous pouvez répondre également aux questions des amis internet, des téléspectateurs aussi en même temps. Et votre conclusion pour terminer l'émission. Bon, pour répondre à la question de notre ami qui a appelé il y a quelques secondes, c'est que monsieur Mamadi Doumbouya, il y avait Alpha Condé qui avait fait était en train de faire un 3e mandat contre la constitution de son pays et qui ne voulait pas partir. Doumbouya s'est levé, il a dégagé. Et donc, en cela, on l'a apprécié. Mais en dehors de cela, je ne sais pas ce que Mamadi Doumbouya fait pour avoir l'adhésion des panafricanistes ou bien des peuples africains. Je ne le vois pas. Il est dans un jeu qui est nébuleux. Et donc, je ne parle pas de Mamadi Doumbouya. Il a libéré son pays de la dictature d'Alpha Condé. Ça, on lui reconnaît. Mais en dehors de cela, tout est nébuleux. Donc, j'ai fini avec ça. Maintenant, quand on parle du budget pour l'année 2024, avant de parler du budget 2024, il faut parler des calculs de la Cour des comptes concernant le budget de 2023. Dans chaque pays, quand on vote un budget, le budget est composé de diverses dépenses. On dit par exemple que dans le budget, la somme X est votée pour le projet Y. La somme B est votée pour le projet Z. Maintenant, à la fin de l'année, la Cour des comptes calcule. Premièrement, est-ce que les projets pour lesquels l'argent a été voté, est-ce que les projets sont réalisés? 1. 2. Est-ce qu'il reste l'argent? Est-ce que l'argent qui a été dépensé, est-ce qu'il y a des justificatifs? Par exemple, quand on voit l'argent qui a été emprunté chez les bailleurs de fonds internationaux dans le cadre de la pandémie, quand on a vu comment un sac de gris a coûté des millions de francs CFA, est-ce que la Cour des comptes a demandé des comptes à ces ministres, à ces gens? Est-ce qu'ils ont amené des preuves? Jusqu'à présent, on n'en sait rien. Et dans ce cas, moi, même si on votait 100 000 francs pour l'année 2024,
ou bien un votait 999 000 milliards de dollars pour l'année 2024, ça n'a aucune importance parce que ça ne prend pas l'intérêt du peuple en compte. Ceux qui sont au pouvoir, c'est eux seuls qui se nourrissent de l'argent du pays. Or, la Constitution togolaise, dans son article 2, dit ceci. Le principe de la République togolaise, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça, c'est la Constitution togolaise qui le dit. Le gouvernement qui vote, qui prépare ce budget et qui le fait voter et qui dépense l'argent, est-ce que ce gouvernement a une fois pensé au peuple togolais? Je ne saurais le dire. Je n'ai pas de preuves pour voir ce qui est fait concrètement pour le peuple togolais. Et donc, nous devons, le travail du peuple togolais est de se mettre ensemble et de s'organiser pour avoir une meilleure gouvernance afin que les ressources de notre pays puissent servir au bonheur de notre peuple. 2024 doit être différent de 2023. Si cela devait arriver, cela doit être une décision. Ce n'est pas une affaire de sentiment, c'est une décision, une organisation. C'est la réussite se trouve toujours au bout de l'effort. Il faut qu'on fasse l'effort pour dépasser le sentiment, pour nous mettre ensemble. Déjà, avant de finir, j'aimerais remercier ici l'ANC et M. Jean-Pierre Fabre pour le travail qu'ils ont fait concernant le découpage électoral. Avec ce travail-là, nous avons des chiffres concrets qui démontrent que ce découpage est unique. Maintenant, partant de ça, je demande à M. Jean-Pierre Fabre et à l'ANC de voir leurs copains des autres partis politiques pour s'organiser de telle sorte que 2024 soit différent de 2023. Et le peuple togolais doit désormais ouvrir ses yeux. Un peuple, comme l'a dit Thomas Sankara, la liberté, elle ne se donne pas. Il faut toujours combattre pour l'avoir. Mais un peuple qui dort et qui croit à la condescendance de son, comment on dit, de ceux-là qui sont à la tête du pays, ce peuple-là ne mérite pas la pitié. Quand les gens détruisent vos pays et vous les appelez encore au secours, ça, moi, je ne l'ai jamais vu dans aucun autre pays. Quand on est sûr que c'est des gens qui détruisent le pays, on s'organise pour les dégager. Mais au Togo, on les appelle encore au secours. C'est comme le, comment l'appelle-t-on, l'aigle. L'aigle qui vient voler 2% dans ton poulailler, et tu appelles le même aigle de venir t'aider. Ce n'est qu'au Togo qu'on voit telle chose. Et si nous voulons que 2024 soit différent de 2023, il faut que nous changions our belief system, comment nous réfléchissons. Je vous remercie. Merci, docteur Romain Rixon à l'Oignon. Monsieur Kokou Amidodi. Pour réagir peut-être au questionnement de l'intervenant, je crois qu'il n'a pas bien suivi le débat. Moi, je ne suis pas, en tout cas, je crois que mes co-débatteurs également, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut aller à n'importe quelle élection, dans n'importe quelle condition. D'ailleurs, s'il a suivi, on a parlé de découpage électoral. On a parlé du fichier électoral, qui pour l'instant n'est pas fiable. Donc, nous n'appelons pas les Togolais ou la classe politique à tout faire pour aller aux élections à n'importe quelle condition. Mais j'aimerais que si les gouvernants nous suivent, en tout cas ceux qui sont de l'UNIR, j'aimerais qu'ils comprennent également qu'on ne va pas faire leur jeu, c'est-à-dire boycotter pour leur laisser encore un boulevard. On a vu ce que ça donne. Au contraire, il faut se bagarrer, il faut batailler pour avoir les meilleures conditions. Et Alphonse Tchéhilou a expliqué tout à l'heure les gradations, la façon dont le régime parvient à tricher, à biduer pour avoir 93-91% des sièges à l'Assemblée. Donc, il revient à l'opposition, comme Romaric l'a dit tout à l'heure, de s'organiser. Nous n'aurons pas cela, nous n'aurons pas les meilleures conditions pour aller à ces élections si l'opposition agit en rang dispersé, comme on l'a vu tout récemment, la proposition faite par le CAR qui a été prise pour faire office de consensus.
il faut aller en rang serré et demander aux gouvernants, demander à unir, d'organiser pour une fois dans l'histoire du Togo des élections justes et équitables. Vous parlez de la loi de finances. Vous savez, on a vu sur les médias le gouvernement se vanter d'avoir pour la première fois au Togo faire passer un budget de 2000 milliards de francs de nos francs CFA. Pour quel résultat? Romain s'en a rappelé tout à l'heure. En février dernier, des détournements du fonds de riposte et de résilience contre le Covid. La Cour des comptes, une institution de notre Constitution, a fait un rapport d'audit. Qui d'entre les ministres ou bien d'entre les fonctionnaires qui ont gaspillé ou bien qui ont dépensé, qui ont détourné ces fonds-là, qui d'entre eux a été inquiété? Personne. Donc, il ne sert à rien de voter des lois ou de mettre à disposition des fonds publics et de les détourner par après. C'est de ça qu'il s'agit. Dernière chose, n'est-ce pas au Togo qu'on a vu le gouvernement proposer une loi en matière de déclaration des biens? La première, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a dirigé les travaux, est-ce qu'elle a déclaré ses biens? On a vu les articles la concernant. Tout récemment, on a vu encore un article qui est passé concernant les détournements au niveau de l'EPAM, parlant des marchés et des dépenses à faire pour sécuriser les marchés. On a vu comment un des ministres du Togo, qui n'est plus en fonction, ex-ministre, pour ne pas le citer, et vous précis, s'est sucré correctement avec l'argent public. Donc, mon cher ami Moïse, parler ou jeter de la poudre à l'œil des Togolais pour dire que nous mettons à disposition beaucoup de fonds pour prendre soin de vos problèmes sans un contrôle citoyen ou bien contrôle institutionnel ne sert à rien. C'est encore de l'argent qui sera détourné par les amis, les copains de fort, et il y aura toujours cette impunité qui va leur permettre de continuer à sévir comme bon, à se servir comme bon le semble dans les caisses de l'État. Je rappelle, en passant, à ceux qui nous suivent, que l'argent là, qui compte dépenser, ce sont les recettes d'État. Hein. Les recettes d'État, c'est quoi? C'est lorsque vous achetez du pain, vous achetez du riz, les taxes directes et indirectes que l'État prélève. Donc, c'est l'argent du contribuable. C'est pas de l'argent de fort. Hein. Excusez-moi, parce que on a souvent tendance à faire passer, à faire dire que c'est la magnanimité de fort qui fait que on met beaucoup d'argent. Non, c'est l'argent des Togolais qui est dépensé, qui est gaspillé, et il faudrait faire attention à cela. Merci. Merci, Monsieur Amedodi. Monsieur Tcherelo Nyamasadi Foume, votre conclusion et répondez à ma dernière question, s'il vous plaît. La dernière question au sujet du budget, n'est-ce pas? Alors, justement, il me semble que en tant qu'économiste, hein, quand on jette un regard sur ce budget, on se demande si les autorités togolaises marchent sur la tête. Parce que tous les agrégats économiques, quand on les questionne, sont complètement incohérents. Et on n'a pas suffisamment de temps pour aller dans les détails, mais il faut rappeler rapidement qu'un budget, d'abord, c'est une prévision. Et cette prévision-là est sur la base justement des dépenses projetées, mais aussi des ressources. Mais on voit très rapidement que dans le cas de ce budget, le Togo n'a pas suffisamment de ressources pour couvrir les dépenses. Et donc, une grosse partie de ce budget revient à emprunter sur le marché financier obligataire et aussi à avoir des emprunts auprès de la FMI, de la Banque mondiale ou des partenaires financiers occidentaux, etc. Et donc, le Togo est à un taux d'endettement faramineux. Et on ne comprend pas pourquoi ce pays s'endette autant. Et quand on voit les résultats en termes de réalisation, d'investissement dans les infrastructures, les routes,
la santé, l'éducation, on voit carrément que c'est une gestion complètement kakistocratique. Et là intervient un principe fondamental de la démocratie qui est la gouvernance. Il n'y a pas de compte qui est fait de cette gestion. Et d'où des malversations, des pillages, une mafia qui s'approprie les richesses de l'État. Donc, on augmente le budget au-delà de 2000 milliards, tout simplement pour s'accaparer de ces ressources, les détourner, faire des détournements de fonds au profit de cette oligarchie qui vole, qui s'approprie des ressources du Togo en laissant la population dans la paupérisation, dans la souffrance et le sous-développement. Les Togolais ont difficilement un repas à faire un repas principal par jour. On multiplie les péages. Il y a une forme d'esclavagisme. On est en train de le ponctionner de façon à ce que c'est devenu, les Togolais sont devenus des bêtes corvéables à merci. Et ça, ces dirigeants sont complètement, ne rendent pas compte, il n'y a pas les Anglais disent accountability, il n'y a pas de compte qui est rendu de la gestion de ces ressources. Tout à l'heure, mes co-débatteurs ont évoqué le cas du Covid-19. Les milliards dont une partie a été des emprunts, mais quand la Cour des comptes a sorti un rapport là-dessus, mais qu'est-ce qui a été fait par rapport à ce rapport? Comment se fait-il qu'un chef d'État qui dit qu'il gouverne, on lui présente un rapport d'un organisme de l'État, la Cour des comptes, et aucune mesure n'est prise par rapport à ceux qui sont accusés de détournement? Imaginez que le ministre Adedje, qui en même temps pasteur, nous dit qu'il a utilisé 8 milliards de francs pour acheter des sacs de riz et on n'a pas vu un seul sac de riz jusqu'à ce jour. Et on retrouve alors dans la presse qu'on a volé chez lui plus de 400 millions. Et tous ces désordres-là, n'est pas traité avec la justice n'est pas convoquée, le procureur ne se saisit pas de ça. C'est quelle forme de gouvernance, franchement? Mais non, c'est-à-dire que les dirigeants togolais, à un moment donné, doivent également se poser des questions sur cette façon de gérer un pays, parce que c'est des vies humaines qui sont en jeu. C'est des enfants qui meurent. C'est des Togolais qui ne peuvent pas se soigner. C'est des Togolais qui sont obligés de quitter le pays. C'est un désordre parfait. Et donc, quelque part, il me semble que il y a des comptes à rendre. De toute façon, s'ils ne rendent pas ces comptes-là aujourd'hui, ils le rendront. Parce que la dette du Togo, le fait que ces Togolais, la génération présente, la génération future est endettée tout simplement parce que un groupe de personnes veulent s'enrichir et profiter suffisamment des ressources du Togo et laisser le reste de la population dans la pauvreté, ça va se payer un jour. Parce que un État, c'est une continuité. De toute façon, le régime de Fagne Asibé n'est pas un régime éternel. Un jour viendra où ils rendront compte chacun. Il doit rendre compte de cette gestion kakistocratique. Imaginez le ministre ADG. Nous sommes au Canada ici. Il a ses enfants qui ont des maisons ici, qui roulent dans des voitures de haut gamme. Et cet argent, il le trouve où pour venir s'acheter des maisons au Canada et pouvoir mettre ses enfants dans des conditions où les Canadiens qui sont nés ici, qui ont travaillé ici, les Canadiens n'ont pas ce niveau de vie. Mais c'est pas normal. Et les Togolais meurent de faim. Donc, à un moment donné, cette situation va amener à une rupture. Et cette rupture, parce que quand on tire sur et non seulement ils vont payer, mais leurs enfants vont payer, leurs familles vont payer, leurs générations vont payer. Parce que c'est pas normal de pouvoir gérer un pays de la façon dont ils le font. Donc, les 2 milliards de budget que l'Assemblée nationale, qui est une assemblée, la plupart une assemblée mouton, parce que ils sont tous nommés, ils ne peuvent même pas questionner la comptabilité de ce budget, les justifications. Il ne peut pas convoquer le ministre de l'économie pour venir justifier devant le peuple, mais comment est-il arrivé à ce budget et comment il a géré le budget précédent. Ce travail ne se fait pas, tout le monde se sucre sur le dos du peuple et Fagne Asibé s'enferme dans un autisme, dans un omerta complet et il est en train de voyager entre 2 avions et le pays est laissé à volo. Je pense que c'est le moment pour les militaires togolais, et je vais lancer un appel clair aux militaires togolais qui font partie aussi du peuple, de prendre leçon, de prendre l'exemple sur ce qui se passe dans l'AES pour comprendre que on a fait une colonne de
néocolonial qui met le peuple en esclavage. Le moment est venu, face à ce virage, ce décalage, pour devenir, n'est-ce pas, une armée républicaine qui embrasse le peuple et le sort de cette forme d'esclavage. Ils savent ce qu'ils doivent faire, comme l'a fait Assimi Goïta ou Ibrahim Traoré ou le président Tiani du Niger. On a besoin que les patriotes militaires togolais prennent leurs responsabilités pour libérer le peuple togolais et qu'ensemble, nous nous retrouvons comme fils du Togo autour de la même table pour reposer fondamentalement les questions d'enjeux nationaux pour voir comment les Togolais doivent repartir sur de bonnes bases dans la fraternité, dans la réconciliation, mais aussi en reconstruisant son pays, en s'assurant que chaque Togolais, aucun Togolais ne meurt de faim, mais soit où les Togolais soient forcés à l'exil, où les Togolais ne peuvent pas vivre dans leur pays. Donc il y a quand même un travail à faire de ce point de vue, et nous lançons donc un appel aux militaires togolais de prendre leurs responsabilités pour qu'enfin l'ensemble du coup se retrouver dans la fraternité, dans la paix et dans la reconstruction nationale, dans un souci de faire du Togo l'ordre de l'humanité. Je pense que c'est là où on devait arriver et les responsables doivent payer leur forfait, leur forfaiture devant la justice et dans la foulée que les prisonniers politiques soient libérés pour qu'ils retrouvent dans leur famille et qu'enfin nous puissions faire la réconciliation au Togo et reconstruire notre pays la main dans la main. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce numéro. Merci à Monsieur Alphonse Tcherelou Lawson Hefume. Merci à vous. Nous espérons vous recevoir dans une émission spéciale sur des sujets plus croustillants, permettez-moi de le dire ainsi. Et puis, Dr Omarison, on vous recevra en podcast cette année, dans l'année 2024, nos vœux de santé et de prospérité de vos affaires. Monsieur Kokou Amedodi, merci infiniment à vous d'avoir été des nôtres, de nous avoir aidé à réaliser cette émission qui a été la plus longue de nos émissions pour le compte de l'année 2023. Sur ce, nous mettons fin à ce numéro de notre émission Avis de la diaspora et nous disons à tous nos téléspectateurs, à tous les amis internautes que vous verrez donc en coupure de 4 toute l'émission. Et merci à vous, merci de vous abonner et nous espérons ne pas blesser quelqu'un au cours de cette émission. Je sais que mes analystes ont encore beaucoup à dire, sinon moi encore j'ai 5 questions à leur poser concernant la CAN 2023 qui se fera en Côte d'Ivoire, leurs vœux. S'ils ont du temps, s'ils permettent à ce que je puisse poser mes 5 questions, je peux encore poser, mais le temps imparti est fini. Merci à vous. Et on se retrouve pour un autre numéro. Ça a été toujours un honneur pour moi avec votre fils, votre homme de serviteur Moïse Agbinigan à la réalisation au micro pour cette très belle émission Avis de la diaspora. On se retrouve sur la même antenne avec le même plaisir. Ciao. Bye bye. Merci Moïse. Meilleurs vœux également. Yeah.